Des cafés stratégiques avec une séquence navale et avec l'un des grands artisans, des grands industriels du secteur naval, le président de Naval Group, Pierre-Éric Pommelet. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on peut s'interroger effectivement quelle est la place du naval dans cette grande configuration que l'on est en train de vivre. Ça, on va avoir 30 minutes pour en parler. Oui. Mais avant, je voudrais que vous me resituiez Naval Group en France et peut-être Naval Group en Europe et Naval Group dans le monde. Naval Group, c'est évidemment le constructeur des porte-avions et des sous-marins nucléaires d'engins. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chantiers, je sais pas, on emploie le mot chantier, en tout cas d'industrie navale capable de construire et des porte-avions et des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, Naval Group, en 2 mots, c'est 400 ans d'histoire, puisque l'entreprise est l'héritière des arsenaux de la marine. Elle a changé de statut, elle est devenue entreprise privée en 2003, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et elle s'appelle Naval Group depuis 2016. Voilà, après être passée par un certain nombre de noms. C'est vrai que l'entreprise est connue, donc les arsenaux, la direction des constructions et armes navales, DCAN, DCN, DCNS et Naval Group, qui a l'air d'être un nom assez stable. Alors, qui est un nom indiscutablement plus marketing, on comprend tout de suite ce que vous faites, quel est votre secteur d'activité. Cette séquence, on a voulu l'appeler accélérer le réarmement du naval de défense. Mais avant d'aborder cette séquence, j'ai envie de vous demander, Pierre-Éric Pommelet, comment vous avez vécu cette annonce, ce tsunami, le jour où le président Trump a dit, écoutez, vous êtes gentils les Européens, mais on vous abandonne. Comment vous avez vécu cette affaire? Alors, on discutait là en tête-à-tête que vous aviez peut-être eu un pressentiment de ce qui pouvait se passer du côté des Américains. Alors, je pense que vous voulez faire référence à ce qui nous est arrivé le 15 septembre 2021. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui s'en souviennent plus, mais c'est un moment où on a beaucoup parlé de Naval Group. Ça a été l'annonce de l'arrêt du programme de sous-marins en Australie. Et vous l'avez su par un coup de fil ou pratiquement? On l'a su par un coup de fil, coup de poignard dans le dos, a dit Jean-Yves Le Drian à l'époque. Rupture stratégique, voilà. Donc, mais je pense que Et aujourd'hui, on dit trahison des Américains. Les trahisons des Américains, en tout cas, je ne sais pas. Mais voilà, les surprises stratégiques dans notre domaine arrivent. Et celle du 15 septembre 2021 a été pour nous extrêmement matérielle, c'est-à-dire forte de réalité immédiate. Et peut-être nous démontrer que le monde peut changer et que le rupture... D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'on disait à l'époque, hein, le monde change, renforcement des puissances, et puis les ruptures stratégiques qui peuvent arriver. En tout cas, effectivement, ça nous est arrivé. Mais si vous me permettez, 2 choses. La première, de revenir sur la question précédente, parce que j'ai juste dit que Naval Group avait 400 ans d'histoire, mais je n'ai pas dit ce qu'on faisait. Oui. Voilà. Et la deuxième sur, évidemment, l'actualité sur les mers et les océans, si vous me permettez. Je vous en prie. Voilà. Donc, le Naval Group est une entreprise, comme son nom l'indique, qui est spécialisée dans le naval de défense, les bateaux de guerre, qu'il s'agisse de sous-marins, de bâtiments de surface. Et vous l'avez dit, Naval Group a une spécificité, c'est d'être capable de réaliser des navires, dire de tout type, de toute gamme, depuis les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins jusqu'aux corvettes et frégates, en passant par les porte-avions, mais aussi les drones et les systèmes de drones. Donc on a une couverture extrêmement large. Les drones, c'est une nouveauté. Et les drones, c'est une nouveauté. Naval Group est une entreprise industrielle française, puisque la très grande majorité de nos effectifs sont en France. On est sur 10 sites industriels. Alors certains sont bien connus, hein, et des sites littoraux, Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon. D'autres le sont un peu moins. Nantes-Indrette, qui est le site qui réalise les chaufferies nucléaires et les systèmes de propulsion pour nos navires. Et pour les sous-marins, j'imagine. Et pour les sous-marins, porte-avions. Et le site d'Angoulême-Ruelle, qui est un site absolument, qui n'est pas un site littoral, mais qui est un site historique dans les activités d'armes navales, les canons, c'est une fonderie de canons, et qui maintenant s'est développée dans les systèmes, les équipements. Hein, on y faisait donc la forge des canons. On y prépare aujourd'hui les systèmes de lanceurs polyvalents d'armes pour être capable d'équiper nos navires avec des systèmes d'armes courte portée. Alors, une société française et un client principal qui est évidemment la Marine nationale. Alors voilà, donc une activité. On est 17 000 personnes à peu près chez Naval Group et un très grand nombre de compétences absolument exceptionnelles. Et une activité qui est 2 tiers pour la France et 1 tiers pour l'international.
Alors, cette bascule, enfin, ce ratio France-international, il évolue depuis le temps. Est-ce que l'international prend de plus en plus de place? Alors, oui, absolument. L'international a pris beaucoup de place et un certain nombre de contrats récents renforcent la dimension internationale. Quelque chose d'intéressant dans l'internationalisation de nos contrats et les projets à l'exportation, c'est que jusqu'à la fin de la dernière décennie, jusqu'à 2019, Naval Group était très peu européen dans ses exportations et dans ses partenariats. Et successivement, en 2019, nous avons gagné un programme de guerre des mines pour la Belgique et les Pays-Bas. En 2022, nous avons signé un contrat pour l'équipement de la Grèce en frégate, et notamment les dernières générations de frégates. Et en 2024, nous avons signé avec les Pays-Bas un contrat pour équiper les Pays-Bas en sous-marins, avec un programme absolument incroyable de sous-marins à propulsion conventionnelle. Alors, on va voir si effectivement cette tendance européenne va se poursuivre ou pas. Mais avant, je voudrais vous poser une question que, évidemment, tout le monde vous a posée depuis quelques jours. Dans le réarmement est général, il y a des milliards qui tombent un peu partout. Pour l'instant, ils sont un peu fictifs, ils sont un peu virtuels, mais ils vont finir par arriver. Évidemment, on est tenté de vous dire, s'il y a des commandes nouvelles pour Naval Group, est-ce que vous êtes prêt à y répondre? On a entendu par exemple le ministre de la Défense qui dit, voilà, pour être au bon équilibre, il faudrait encore 3 frégates supplémentaires. Est-ce que Naval Group a dit, banco, on est prêt à vous les faire, ces 3 frégates? Alors, moi, je voudrais juste rappeler que le président de la République et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, depuis plusieurs années maintenant, parlent d'économie de guerre. Vous vous souvenez le discours du président lors du salon Eurosatory en 2022, un peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis les interventions successives du ministre des Armées et les travaux que l'on a menés avec lui pour ce qu'on appelle l'économie de guerre. Ça veut dire que ça fait maintenant 2 ou 3 ans que sous l'impulsion du ministre des Armées et de la DGA, Emmanuel Kiva, nous nous préparons. Alors nous nous préparons et nous avons des réalisations. Cette année, en 2025, le chantier, puisque je vais ramener sur le sujet naval, Bien sûr. mais le chantier naval de Lorient va livrer 2 frégates. 2 frégates, une pour la France et une pour la Grèce. Mais la préparation du chantier pour être capable de livrer, alors la préparation du chantier naval, mais aussi de tous les partenaires que nous avons dans ce domaine, parce que vous imaginez bien qu'un navire de combat, ce n'est pas uniquement Naval Group, se sont préparés. Beaucoup de partenaires, évidemment. Beaucoup de partenaires, en l'occurrence, en ce qui concerne le naval de défense, la quasi-totalité en France. On est une industrie souveraine, une industrie qui a, comme je l'ai dit, qui a son histoire, mais qui a aussi développé sa souveraineté à partir du choix qui a été fait dans les années 60 de la dissuasion nucléaire souveraine. Et donc, pour faire un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, on a besoin d'avoir des industriels français. Donc, toute cette chaîne qu'on appelle la supply chain, la chaîne de sous-traitance, s'est préparée à monter en cadence. Et aujourd'hui, on en est à un stade où, quand on nous demande si nous sommes prêts, la réponse de l'industrie navale est « nous sommes prêts ». Alors, nous sommes prêts à quoi? Nous sommes prêts à livrer les programmes que nous avons à réaliser. Si vous me permettez juste un deuxième exemple, nous avons livré un sous-marin nucléaire d'attaque par an en 2023, le sous-marin du Guetro 1, en 2024, le sous-marin Tourville. On va livrer le sous-marin De Grasse, le 3e. Donc là aussi, on s'est préparé et on a accéléré la production des sous-marins. Alors néanmoins, vous serez toujours une industrie du temps long. Alors, par exemple, ne prenons pas un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais une frégate, vraiment, combien de temps pour fabriquer une frégate? Alors, combien de temps pour fabriquer? Là, évidemment, la réponse... C'est pas la bonne question. Non, la question est excellente, mais la réponse est multiple. Je peux donner un exemple. Les frégates grecques, le contrat a été passé en 2022 pour une livraison en 2025. Voilà. Donc on va dire 3 ans entre un contrat et une livraison. Mais bien évidemment, les approvisionnements et tout ce qui est, on va dire, cycle long, avaient démarré plus tôt. Et les études du bateau, donc la recherche et développement, avaient démarré bien plus tôt. Donc il y a des cycles de R&D qui vont prendre un certain nombre d'années, puis des cycles de préparation à la production, et puis ensuite un flux. Quand j'ai dit que l'on livrait un sous-marin nucléaire d'attaque, quand même 5000 tonnes de sous-marins, moteur nucléaire, énormément de technologies, on en livre un par an, ça c'est le flux de réalisation.
Mais le programme Barracuda, il a démarré au début des années 2000. Voilà, et c'est un contrat qui a été signé au milieu des années 2000 pour des livraisons, vous voyez, 15 ans plus tard. Mais néanmoins, il y a une accélération dans les cadences de production. Voilà, donc là, on est capable d'accélérer les cadences sur les programmes en cours, et on a démontré qu'on était capable de le faire. Et on est capable aussi, alors j'aime bien ce mot, mais d'arriver, y compris dans les entreprises de temps long, à intriquer les besoins temps court et les besoins temps long. Alors je vais donner 2 exemples. Le besoin temps long, c'est le renouvellement de la force de dissuasion, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, avec des navires dont on a démarré la production et qui vont être livrés au milieu de la décennie prochaine. Le besoin temps court, c'est d'équiper les frégates qui sont engagées aujourd'hui en mer Rouge de systèmes de lutte contre les drones, et là, à toute vitesse. Et toute vitesse, c'est quelques semaines ou quelques mois, pour donner des capacités supplémentaires. Et une entreprise comme Naval Group, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises du domaine de la défense, en particulier en France, est capable d'avoir ces cycles de temps court et des cycles de temps long. Mais si vous me permettez, je suis désolé, si vous me permettez d'aller encore plus loin, ça vient aussi, et ça aussi c'était de l'économie de guerre, de sollicitations très fortes qu'on a eues de la part du ministère des Armées et de la DGA pour simplifier les procédures. Nous n'aurions pas été capables d'équiper les frégates aujourd'hui en mer Rouge de systèmes optroniques de dernière génération si on n'avait pas simplifié avec le service de soutien de la flotte et avec la DGA toutes les procédures de qualification et parfois en coupant dans les virages. Et notamment en déterminant plus précisément quels étaient les fournisseurs, quels sont ceux qui pouvaient avoir des problèmes et qui pouvaient bloquer cette fameuse supply chain que vous évoquiez. Alors, ma dernière question que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous êtes dans l'économie de guerre? Mais vous avez déjà répondu à cette question. Alors, ce qu'on n'a pas du tout évoqué, vous êtes clairement en économie de guerre, on est d'accord. Naval Group est en économie de guerre. Naval Group et toute l'industrie navale en France aujourd'hui s'est préparé, parce qu'en France, ça fait 3 ans qu'on s'y prépare, et est capable de répondre à des demandes nouvelles et est capable encore d'accélérer. Alors, ce qui semble différencier l'industrie navale de l'industrie aéronautique ou de l'industrie de l'armement terrestre, c'est qu'elle, dans chaque pays, elle reste toujours très nationale. En tout cas, elle semble très nationale. Les bateaux britanniques sont faits par des chantiers britanniques, les bateaux allemands, beaucoup par des chantiers allemands, etc. etc. Donc, il y a une traduction nationale pour chaque pays. C'est-à-dire que Naval Group existe depuis 400 ans, mais l'équivalent italien existe aussi depuis 200 ou 300 ans. C'est des points communs de l'industrie navale européenne. Oui, alors c'est vrai que c'est assez remarquable et on a beaucoup commenté, alors surtout ces dernières semaines ou ces derniers jours, le fait que l'Europe s'équipe en matériel non européen. Alors évidemment en matériel américain, mais pas uniquement. Matériel non européen. C'est vrai que dans le naval, l'Europe, et donc le naval militaire, l'Europe est exemplaire. C'est-à-dire que l'Europe s'est équipée et s'équipe de bateaux européens. Vous savez, l'industrie navale, qu'elle soit civile ou militaire, l'industrie navale a beaucoup souffert dans les années 80-90 avec le départ de la construction navale civile vers l'Asie. Aujourd'hui, la quasi-totalité des porte-containers, des grands méthaniers, des navires de commerce sont fabriqués en Asie. Par contre, l'Europe a gardé sa construction navale militaire. Alors, c'est vrai qu'elle l'a gardée de manière souveraine par nation. Mais qui aujourd'hui va se plaindre que l'Europe a gardé ses capacités de construction navale par pays? Alors, petite question subsidiaire, est-ce qu'on peut garder une industrie navale lorsque l'industrie de construction de bâtiments civils est partie ailleurs, en Asie par exemple? Alors, on a gardé en Europe un certain nombre de niches de construction civile. Par exemple, les grands paquebots. Les grands paquebots sont européens. Et c'est pour moi l'exemple même de la synergie et de ce qu'on a été capable de faire. Le fait d'avoir gardé une industrie civile de grands navires, chantier de l'Atlantique, les paquebots, nous permet de réaliser avec Chantier de l'Atlantique le futur porte-avions nouvelle génération. Qui sera construit à Saint-Nazaire. Alors qui sera, oui, construit à Saint-Nazaire dans son assemblage. Après, vous savez, la construction d'un porte-avions, c'est l'assemblage de la coque et de l'ensemble des systèmes, mais c'est énormément d'industriels qui vont participer. Je prends juste un exemple. Les chaufferies nucléaires vont être faites. Elles sont aujourd'hui forgées chez Framatome, chez Aubert et Duval, dans des forges. Elles vont être usinées et assemblées à Indrette. Ensuite, elles vont circuler sur la Loire pour arriver au chantier de l'Atlantique. Donc, le porte-avions est un objet qui va mobiliser un très, très grand nombre d'entreprises sur tout le territoire français.
Alors, vous nous avez expliqué, l'industrie navale, elle est nationale. On est de plus en plus européen néanmoins. On a des contrats en Belgique, en Grèce, aux Pays-Bas. Mais est-ce qu'on est sur le chemin ou est-ce que ce serait une bonne direction d'imaginer un Airbus de la construction navale? Est-ce que Alors, tout est à faire dans ce domaine ou finalement c'est plus compliqué que ça? bon, je crois on aime bien les mots dans ce domaine. Je pense que nous sommes prêts, industrie navale européenne, à coopérer. On l'a fait. Je rappelle que la France et l'Italie ont fait ensemble une frégate de défense aérienne, donc les 2 navires Chevalier Paul Forbin en France et 2 équivalents en Italie. Et donc on a été capable de le faire. On est capable de coopérer. Il y a d'autres exemples en Europe, notamment entre les Pays-Bas et l'Allemagne, entre la Norvège et l'Allemagne, etc. Il y a des exemples de coopération. Votre question est, peut-on aller plus loin? Notre réponse aujourd'hui est de dire, si les États ont des besoins en commun, l'industrie européenne est capable d'y répondre en commun. Vous savez, l'industrie navale, ce n'est pas beaucoup, parce que chaque pays a son chantier, mais à la fin, c'est un certain nombre d'industriels. On se connaît tous, on s'entend bien, et on sera capable de répondre aux besoins communs de nos nations. Il y a un exemple, un programme qui s'appelle le EPC, European Patrol Corvette, qui est soutenu aujourd'hui par la Commission européenne, qui est l'ébauche de ce que pourrait être un programme commun ou des technologies communes dans le domaine naval pour des corvettes, donc des bateaux un peu plus petits que les frégates. Alors justement, vous avez créé une société commune avec un chantier italien qui s'appelle Finmeccanica, si je le prononce bien, à 50-50, et cette société s'appelle Naviris. Est-ce que Naviris, c'est le début, l'esquisse de l'ébauche d'un Airbus naval? J'y reviens. Oui, alors donc Naviris, c'est effectivement notre coopération avec nos partenaires italiens, c'est Fincantieri. Voilà. Je savais que je le disais mal. Finmeccanica est devenu Leonardo, mais Fincantieri est resté Fincantieri. Et nous avons ensemble une joint venture, entreprise, alors qui est effectivement le noyau de coopération et qui peut aller plus loin si les États le souhaitent. Aujourd'hui, notre JV Naviris est le maître d'œuvre de la modernisation des frégates Horizon, programme donc des frégates communes France et Italie, donc vraiment un grand programme de coopération. Naviris réalise des études amont. Alors c'est quoi les études amont? C'est toute la recherche pour améliorer les navires plus tard, le navire plus digital, les carburants du futur, les architectures, la cybersécurité, voilà, toutes ces technologies qu'on peut partager ensemble. Et Naviris justement porte la coopération entre la France et l'Italie sur ce EPC, European Patrol Corvette, et donc ce programme d'ambition européenne que nous pourrions réaliser. Et d'autres pays l'ont rejoint, l'Espagne, la Grèce, pour en faire un programme de dimension plus importante. Et on peut passer des corvettes aux frégates et des frégates à des sous-marins, autre chose. En tout cas, c'est vraiment dans cette direction que l'Europe de l'industrie navale doit se diriger. Voilà, donc je dis l'Europe de l'industrie navale est exemplaire parce que les navires sont européens. Et aujourd'hui, dans la situation qui est celle de l'Europe, on a entendu ce matin le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, son homologue des Pays-Bas. Je pense qu'effectivement l'Europe peut se réjouir, au sens propre du terme, d'avoir gardé cette industrie navale et d'avoir une industrie navale capable de répondre aux besoins. Alors peut-être quels besoins? Puisque c'était finalement votre première question et je ai pas répondu. Je pense que la situation actuelle, mais c'est déjà le cas depuis un certain temps. Et ça a commencé avec la guerre en Ukraine, ce qui se passe en mer Rouge. Mais aujourd'hui, les câbles sous-marins, rappelez-vous ce qui s'est passé, Nord Stream, et puis plus récemment la rupture de câbles et les grands fonds marins montrent que la maîtrise des mers et des océans est absolument indispensable à la souveraineté de nos nations et à la préservation de notre modèle. Et la maîtrise des mers et des océans, elle se fait par des forces navales. Elle se fait par des forces navales avec équipage, donc les grands navires, les sous-marins. Elle se fait aussi par des forces navales sans équipage. C'est le développement des drones et des systèmes de drones qui devient maintenant une capacité absolument essentielle. Alors j'allais y venir. Vous avez évoqué les câbles sous-marins. Une technique que maîtrisent bien les Français, c'est les navires câbliers. Alors les navires câbliers, ils sont évidemment par définition des navires civils, ce sont des bateaux civils, mais qui ont vraiment une vraie conséquence, une vraie existence dans le domaine de la défense et de la sécurité et de la souveraineté. On est dans le monde dual qui est parfois le vôtre, qui est celui de la mer, civile et militaire. Les câbliers pourraient être des navires militaires. Voilà, alors effectivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les navires militaires, donc autonomes ou pas,
sont là pour, une fois que le câble a été posé, être capable de le surveiller et de le protéger, éventuellement de le réparer s'il y a besoin. Alors, les drones, il faut quand même y venir parce qu'un navire, une frégate, ça coûte très très cher. Un drone, ça coûte pas grand-chose. L'arrivée des drones, est-ce que ça a été une révolution, je dirais, intellectuelle dans l'univers de l'industrie navale, chez vous, bien Naval Group, mais aussi chez vos concurrents? Et comment vous avez réagi? Est-ce que c'était une surprise que finalement un drone marin qui doit coûter je sais pas, quelques dizaines de milliers d'euros, peut-être un peu plus, par rapport à une frégate qui coûte quelques millions d'euros, soudain, cette guerre hybride, est-ce qu'elle ne remet pas en cause la construction des grands navires? On voit bien sur en Ukraine, la mer Noire, la maîtrise des Ukrainiens face à la marine russe, notamment grâce aux drones. Voilà, alors effectivement, il y a quelques années, on se posait la question de savoir s'il y aurait des drones navals ou pas. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelques années, en 2022 pour être exact, Naval Group a identifié un pilier de sa stratégie sur les drones et les systèmes de drones. Rappelez-vous, 2022, ça peut paraître il n'y a pas très longtemps. Hier. Ça peut paraître hier, en fait, c'était il y a longtemps. Et quand on a fait ce virage stratégique, les drones n'avaient pas pris la place qu'ils ont aujourd'hui. Maintenant, de toute évidence, plus personne ne se pose la question de savoir s'il faut des drones ou pas. Donc les drones, et notamment les petits drones et les drones de combat, les drones qui peuvent avoir des effets destructifs, comme on a vu en mer Noire ou comme on a vu en mer Rouge, nécessitent dans un premier temps, pour les navires, qui sont absolument indispensables pour protéger, pour être capable d'avoir cette action de surveillance et de souveraineté sur les mers et les océans, eh bien, il faut les protéger. Et donc, de manière extrêmement rapide, la Marine nationale et d'autres marines au monde ont décidé de s'équiper en système pour se protéger contre ces drones-là. Je note, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais que nos systèmes de frégates, qui ont pourtant été réalisés il y a un certain temps, ont montré, notamment en mer Rouge, toute leur efficacité pour lutter contre les drones aériens, voire même des missiles balistiques qui ont été tirés contre eux. Donc, il faut s'en protéger. Deux, eh bien, il faut effectivement s'en doter pour être capable, en fait, d'élargir, il faut bien l'imaginer comme une capacité d'élargir la surface d'opération d'un navire de surface. Voir loin. Voir loin, agir loin. Et là, avec des drones, alors qu'on va dire des drones capables d'être portés par le navire ou des drones qui sont en accompagnement d'une flotte. Donc tout ça, toute cette nouvelle thématique, effectivement, aujourd'hui est analysée dans le cadre d'études que l'on mène avec le ministère des Armées et un certain nombre de clients pour définir donc quels doivent être les drones. Et je vous dis des drones sous-marins, des drones de surface, des drones de petite taille. Mais le problème d'un drone d'une petite taille, c'est que son élongation n'est pas très importante. Voilà. Parce que mine de rien, quand on est sur la mer et qu'on veut aller vite et loin, il faut du carburant. Et s'il est plus gros, il est plus facilement repérable. Voilà. Et donc de regarder aussi comment est-ce que les marines peuvent se doter de drones de taille plus importante, et là qui ont vraiment des rôles d'accompagnement de flotte et d'élargissement d'une surface de protection, et qu'ils soient, et comme je le dis, de surface ou drones sous-marins. On a lancé avec la DGA un programme qui s'appelle Unmanned Combat Underwater Vehicle, justement pour commencer à explorer et mettre rapidement à l'eau des démonstrateurs de drones sous-marins qui peuvent avoir et qui peuvent prendre des missions de surveillance et d'interdiction navale. J'ai envie de vous poser une question très naïve. Est-ce qu'on lutte contre les drones? J'ai envie de vous poser une question très naïve. Est-ce qu'on lutte de la même façon contre les drones qu'on luttait il y a quelques années, quelques dizaines d'années, par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre les torpilles? Alors oui, alors contre les torpilles même, oui, et d'autres types de menaces antiaériennes. Bon, les technologies ont évolué quand même. On a beaucoup plus de moyens de contre-mesure. On parle beaucoup de la guerre électronique en ce moment, avec une vraie nécessité pour lutter contre ces objets-là. Et c'est un domaine qui va vite, et donc où il faut que la menace soit analysée extrêmement rapidement pour être capable de se doter d'équipements capables de lutter contre la menace. Et ça, c'est un des travaux qu'on mène en ce moment avec le ministère des Armées.
Alors le thème de notre séquence était accélérer le réarmement du naval de défense. Je voudrais qu'on dise un petit mot, on a encore quelques minutes, sur ce contrat que vous avez signé avec les Pays-Bas. Est-ce que c'est pour vous le contrat exemplaire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faudra faire et développer dans les années à venir pour construire une industrie navale de défense? Les Pays-Bas sont évidemment un grand pays maritime. Ils ont eux aussi une industrie navale peut-être un peu déclinante, vous allez me le dire, et vous avez réussi à avoir un partenariat gagnant-gagnant comme on a l'habitude et comme on aime bien le dire. Alors, juste pour, si vous me permettez de corriger, l'industrie navale des Pays-Bas n'est pas déclinante du tout. Hein, et il y a les Pays-Bas ont une tradition navale qui est aussi centenaire, historique. Le ministre l'a rappelé ce matin. Et l'industrie navale des Pays-Bas est un très haut niveau. C'est vrai que dans le domaine des sous-marins, les Pays-Bas, ce qui est exemplaire, c'est qu'ils ont mené une compétition européenne. Ils l'ont menée dans un calendrier parfaitement respecté, avec des échéances politiques voilà, qui n'ont pas influé sur la rapidité du calendrier. Ils ont été extrêmement professionnels dans le choix. Et à la fin, ont retenu la France, et en particulier donc ce sous-marin qu'on appelle Black Sword Barracuda ou Barracuda conventionnel, donc issu des technologies des sous-marins Barracuda nucléaires pour la France, mais avec une motorisation dite conventionnelle. Diesel. Donc, diesel électrique, et sur le système électrique, l'utilisation de batteries lithium-ion, voilà, qui est une avancée technologique extrêmement importante pour permettre une autonomie plus grande du sous-marin conventionnel. Et voilà, ils nous ont choisis dans cette compétition, le contrat a été signé rapidement et aujourd'hui on est dans un développement de programme, donc voilà, qui est absolument exemplaire en termes de professionnalisme des acteurs. Avec un premier sous-marin qui sera livré aux alentours de... Il sera livré au début de la prochaine décennie. Voilà, tous les sous-marins étant livrés. On revient sur le temps long. On revient sur... Alors le temps long, moyennement long, parce que dans le domaine de la construction navale, des programmes voilà, qui délivrent en 6-7 ans comme celui-là sont quand même des programmes qui vont vite, parce qu'il faut... Il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Il y a une industrie à construire, il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de partenaires. Il y a des partenariats avec les Pays-Bas sur un certain nombre de technologies. Le chantier Royal IHC, par exemple, des équipements de Thales, de beaucoup d'autres sociétés néerlandaises qui seront intégrées dans notre bateau. Donc c'est un programme qui va vite. Hein. Pour mémoire, je ne l'ai pas en tête, combien de sous-marins pour les Pays-Bas? Combien de Barracuda? Donc le contrat est un contrat pour 4 sous-marins. D'accord. Livré à partir de 2030, si j'ai bien compris. Un peu après. Un petit peu après. Juste un peu après. On a encore 2 minutes et je voudrais terminer sur cette idée de construction d'industrie navale européenne. Je vais vous citer 4 mots, vous allez me dire quels sont les bons. Avec des chantiers équivalents aux vôtres. Collaboration, alliance, fusion, rachat. Alors, vous avez cité 4 mots. Voilà, c'est collaboration. Voilà, qui est le mot-clé aujourd'hui de ce que vit l'industrie navale. Les sujets fusion-rachat, etc. Alors, fusion-rachat, il peut y avoir des rachats. Nous avons, par exemple, racheté une entreprise Gemont Électrique avec Framatome. Et donc ça, c'est, on va dire, un rachat d'une entreprise dans la supply chain pour être capable de lui permettre son développement. Une entreprise française. Mais si votre question est véritablement au sens de l'Europe aujourd'hui... Oui, l'Europe à la croisée des chemins, c'est le thème... L'Europe à la croisée des chemins, je pense que les chantiers navals européens ont démontré leur performance et leur capacité. Ils sont prêts à répondre à une demande, et une demande d'accélération ou une demande de volume. Et ils sont prêts à le faire en collaboration, les uns avec les autres, en fonction des besoins et des besoins des nations. Merci Pierre-Éric Pommelet de nous avoir un peu éclairé sur l'avenir de l'industrie navale dans une vision, dans une perspective européenne. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée.